Mon père a toujours favorisé mon cousin plutôt que moi, parce que pour lui, j'étais une erreur. Il a choisi de financer les études de mon cousin et a ruiné ma carrière en ne me donnant rien, mais le karma avait d'autres projets. Je n'aurais jamais imaginé partager cette histoire, mais me voici. J'ai 28 ans et j'ai eu une vie assez difficile, surtout en ce qui concerne ma famille. Ma mère est décédée en me donnant la vie, ce qui, selon moi, a défini ma relation avec mon père. Il n'a jamais réussi à surmonter cela et m'a toujours traité comme si j'étais responsable de sa mort. Je n'ai aucun souvenir de ma mère, bien sûr, mais j'ai entendu des histoires de membres de la famille sur à quel point elle était excitée à l'idée de ma venue. D'après ce qu'on m'a dit, elle avait toujours voulu être mère et avait lutté pendant des années contre des problèmes de fertilité avant de finalement tomber enceinte de moi. Cela rend toute la situation encore plus tragique à mes yeux. Elle a finalement réalisé son rêve, juste pour le voir interrompu. En grandissant, notre maison était remplie de photos de ma mère. Mon père a tout gardé exactement comme elle l'avait laissé, comme un sanctuaire. Ses vêtements étaient toujours accrochés dans le placard, ses livres étaient toujours sur les étagères, c'était comme vivre avec un fantôme. Je me glissais dans sa chambre en cachette juste pour toucher ses affaires, essayant d'établir une connexion avec cette femme que je ne connaîtrais jamais. Mon père, de son côté, était une autre histoire. Il était présent physiquement, mais émotionnellement, il aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Il suivait les étapes de base de la paternité, veillait à ce que je sois nourri, habillé et que je sois à l'école à l'heure, mais il n'y avait jamais de chaleur ni d'affection. Pas de câlin, pas de « je t'aime », pas même une tape dans le dos pour un travail bien fait. Je me suis toujours senti comme un étranger dans ma propre maison. Mon père me regardait à peine la plupart du temps, encore moins il me parlait. Lorsqu'il parlait, c'était généralement pour me critiquer ou me comparer à mon cousin Jake. Le père de Jake, mon oncle, est décédé dans un accident de voiture lorsque Jake avait 7 ans, alors mon père a un peu pris le rôle de tuteur pour lui. Je me souviens du jour où nous avons reçu la nouvelle de la mort de mon oncle, c'était un mardi après-midi pluvieux, et je faisais mes devoirs à la table de la cuisine quand le téléphone a sonné. Mon père a répondu et j'ai vu son visage se déformer tandis qu'il écoutait la personne au bout du fil. C'était la première et unique fois où j'ai vu mon père pleurer. Il a raccroché, s'est assis lourdement à la table et est resté là, à regarder dans le vide pendant des heures. Après cela, Jake a commencé à passer beaucoup plus de temps chez nous. Au début, j'étais excité. Je pensais que peut-être avoir un autre enfant autour rendrait les choses plus amusantes, qu'il pourrait même sortir mon père de sa coquille. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que la présence de Jake mettait en évidence le vide dans ma relation avec mon père. Il disait toujours des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Jake ?» ou « Jake ne ferait jamais ça ». C'était comme si Jake était le fils qu'il avait toujours voulu, et moi, j'étais juste un fardeau. Jake était athlétique, extraverti et charismatique, tout ce que je n'étais pas. Tandis que j'étais plus studieux et introverti, Jake était le centre de l'attention. Mon père adorait ça. J'ai tant essayé de gagner son approbation. J'ai rejoint toutes les équipes sportives, j'ai eu de bonnes notes, j'ai même essayé d'apprendre ses passe-temps, mais rien ne semblait suffire. Pendant ce temps, Jake ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mon père. Il félicitait Jake pour les moindres choses, tandis que mes réussites passaient inaperçues. Il y a eu une fois, quand j'avais environ 12 ans, où j'ai gagné une foire scientifique à l'école. J'ai passé des semaines à travailler sur mon projet, un modèle complexe du système solaire qui bougeait réellement. J'étais tellement excité de l'annoncer à mon père, pensant que cela pourrait enfin le rendre fier. Lorsque je suis rentré chez moi, je l'ai trouvé dans le salon, riant et discutant avec Jake au sujet d'un match de football. J'ai essayé de lui parler de ma victoire, mais il a simplement hoché la tête et est retourné à sa conversation avec Jake. C'était comme si je n'étais même pas là. Au fur et à mesure que nous grandissions, le favoritisme ne faisait qu'empirer. Jake et moi étions dans la même classe, donc nous étions toujours comparés. Au lycée, j'ai vraiment surpassé Jake académiquement, mais mon père trouvait toujours des moyens de minimiser mes réalisations. Il disait des choses comme « Eh bien, Jake a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer que juste des notes. » Je me souviens d'une réunion parents-professeurs où ma professeure d'anglais louait une rédaction que j'avais écrite. Elle a dit à mon père que c'était l'une des meilleures qu'elle ait jamais lues d'un élève de mon âge et qu'elle pensait que j'avais un avenir prometteur en tant qu'écrivain. Mon père a simplement grogné et demandé si cela m'aiderait à obtenir une bourse pour les sports. La professeure était confuse, et je pouvais sentir mon visage rougir de honte. Malgré tout, il y avait une partie de moi qui espérait encore que les choses changeraient. Je pensais que,
Peut-être, si je trouvais la bonne chose, la clé magique qui ouvrirait l'affection de mon père, tout irait bien. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à poursuivre cet objectif impossible. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'il a été temps d'aller à l'université. J'avais beaucoup travaillé, j'avais été accepté dans une bonne université et j'étais prêt à commencer mon avenir. Je savais que l'argent serait un défi, mais je pensais que mon père m'aiderait au moins un peu. Quelle erreur! Je n'oublierai jamais le jour où j'ai entendu mon père au téléphone avec Jake, lui disant qu'il paierait toute sa scolarité. Mon cœur s'est effondré. Quand je lui ai demandé s'il pouvait m'aider aussi, il m'a regardé comme si j'étais fou. Il m'a dit, « Je ne peux pas payer pour vous deux, et Jake en a plus besoin. » Ainsi, mes rêves d'université se sont effondrés. Malgré cela, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une cafétéria locale, travaillant le soir et les week-ends. J'ai postulé à toutes les bourses d'études que j'ai trouvées, mais ce n'était pas suffisant. Le stress était accablant. J'essayais de suivre les cours, de travailler suffisamment pour gagner de l'argent et de trouver du temps pour étudier et dormir. Il fallait que quelque chose cède. J'ai finalement dû abandonner après le premier semestre. Je ne pouvais pas me permettre de le faire seul, et les emplois à temps partiel que j'avais n'étaient même pas près de couvrir les frais de scolarité. Pendant ce temps, Jake vivait le rêve dans une université prestigieuse, tout payé par mon père. Il postait des photos sur les réseaux sociaux de son dortoir de luxe, de ses voyages de printemps et du nouvel ordinateur portable que mon père lui avait acheté. Chaque post était comme un coup de poignard dans mon cœur. Cela a été la goutte d'eau pour moi. J'ai pris mes affaires et je suis parti de la maison. J'ai coupé les ponts avec mon père et avec Jake. Cela m'a fait plus mal que tout, mais je savais que je devais sortir de cet environnement toxique. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de ma mère décédée et du cousin qui, d'une manière ou d'une autre, avait pris ma place dans le cœur de mon père. Les dernières années ont été, pour le moins, une lutte. J'ai travaillé sur divers petits boulots, essayant de survivre. J'ai été serveur, j'ai travaillé dans la construction, j'ai fait des tournées de nuit dans des stations-service, tout ce qui était nécessaire pour avoir un toit au-dessus de ma tête et de la nourriture dans mon assiette. Cela a été difficile, surtout en voyant les mises à jour de Jake sur les réseaux sociaux, parlant de son incroyable expérience à l'université et du super travail qu'il a obtenu après avoir obtenu son diplôme. Mais je construis une vie pour moi, à mes propres conditions. J'ai maintenant un travail décent, rien de glamour, mais qui paie les factures. Je suis responsable d'une librairie locale. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais j'aime être entouré de livres toute la journée. Je suis même en train de suivre quelques cours du soir à l'université communautaire, essayant d'obtenir ce diplôme que j'ai toujours voulu. Ce n'est pas facile, mais au moins je le fais tout seul. J'ai fait de bons amis en cours de route, des gens qui m'acceptent pour ce que je suis, pas pour ce qu'ils veulent que je sois. Ils sont devenus la famille que je n'ai jamais eue. Nous avons des soirées jeux chaque semaine, nous faisons du camping quand nous pouvons nous le permettre et nous sommes là les uns pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas parfait, mais c'est à moi, et cela a du sens. Je pensais avoir laissé tout ce drame familial derrière moi, mais la vie a une façon drôle de nous lancer des défis inattendus. Hier, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, j'ai été choqué d'entendre la voix de mon père au bout du fil. Cela faisait 3 ans que nous ne nous étions pas parlé, et maintenant il me cherchait pour de l'aide. Je ne savais pas vraiment comment me sentir à ce sujet, mais je savais une chose, je ne suis plus ce garçon désespéré de son approbation. Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis l'appel inattendu de mon père, et je suis encore en train de traiter tout ce qui s'est passé. Quand j'ai entendu sa voix au téléphone, un tourbillon de souvenirs est revenu, pour la plupart, pas des bons. Il semblait différent, cependant, plus vieux, fatigué et désespéré. Il a commencé par des banalités, demandant comment j'allais. Cela sonnait étrange et forcé, comme s'il essayait de faire semblant que les dernières années n'étaient jamais arrivées. Puis il est passé à la véritable raison de son appel, il avait besoin d'argent, beaucoup d'argent. Au début, j'étais tellement choqué que je n'ai pas pu répondre. Cet homme, qui ne m'a jamais donné un centime pour l'université, qui a choisi mon cousin à ma place encore et encore, maintenant il me demandait de l'aide financière. L'ironie n'a pas échappé à ma conscience. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, j'ai demandé pourquoi il me cherchait. Et Jake, son chouchou? Ce ne devait pas être à lui de m'aider? Mon père est resté silencieux un moment, puis a murmuré quelque chose sur Jake étant occupé avec son nouveau travail et n'étant pas en mesure de m'aider pour le moment.
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après des années à entendre que Jake était meilleur, qu'il méritait les opportunités que je n'avais pas, maintenant c'était à moi d'aider. J'ai dit exactement ce que je pensais à ce sujet. J'ai suggéré qu'il aille parler à Jake, puisqu'il a toujours été le préféré. Il y a eu un long silence de l'autre côté du téléphone. Puis mon père a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il regrettait certaines de ses décisions, qu'il voulait réparer les choses. Mais je l'ai interrompu. J'ai dit qu'il était trop tard. J'ai passé des années à chercher son amour et son approbation, et maintenant qu'il avait besoin de quelque chose de moi, il était prêt à jouer le rôle du père repentant. J'ai terminé l'appel juste après. Dès que j'ai raccroché, un mélange d'émotions m'a envahi. Une partie de moi se sentait coupable de l'avoir rejeté, après tout, c'était encore mon père. Mais une plus grande partie de moi ressentait un soulagement. Pour la première fois, je me suis imposé contre lui. Je n'ai pas cédé à ce besoin d'approbation qui m'a accompagné si longtemps. Les jours suivants ont été difficiles. J'ai repensé à la conversation dans ma tête, me demandant si j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais eu besoin d'aide et où il n'était pas là pour moi, la scolarité, bien sûr, mais c'était plus que ça. Tous les petits moments où un enfant a besoin de son père, les événements scolaires, les conseils sur les relations, apprendre à conduire. Il a été absent à tous ces moments. Je me souviens de ma première déception amoureuse, à 16 ans. Elle s'appelait Sarah, et je pensais que c'était la bonne. Nous sortions ensemble depuis 6 mois lorsqu'elle a rompu avec moi pour sortir avec un des joueurs de football. J'étais dévasté. Je suis rentré chez moi ce jour-là, les yeux rouges de tant pleurer, et j'ai trouvé mon père, comme toujours, sur le canapé, regardant la télévision. Il n'a même pas levé les yeux lorsque je suis entré. Je suis resté là, un moment, espérant qu'il me demanderait ce qui n'allait pas, mais il s'est contenté de grogner en disant que je bloquais l'écran. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir ce soir-là. Ou de la fois où j'ai obtenu mon permis de conduire. La plupart des parents de mes amis avaient appris à leurs enfants à conduire, mais pas le mien. J'ai dû supplier mon voisin, Monsieur Johnson, de m'enseigner. Quand j'ai enfin réussi l'examen, je suis rentré chez moi tout excité pour partager la nouvelle. Mon père était dans le garage, en train de bricoler sur la voiture avec Jake. Je leur ai montré mon nouveau permis de conduire, et Jake m'a félicité. Mon père a simplement hoché la tête et est reparti à expliquer quelque chose à Jake sur le moteur. Je crois qu'il ne m'a jamais laissé conduire sa voiture. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander dans quelle situation il était pour avoir besoin de me demander de l'argent. Mon père a toujours été fier, presque trop. Si lui en était arrivé à me demander de l'aide de cette manière, c'était que la situation devait être sérieuse. Malgré tout, une petite partie de moi s'inquiétait pour lui. Mais alors je me suis rappelé toutes les fois où je m'étais soucié de mon propre avenir, luttant pour survivre après avoir dû abandonner l'université. Où était son inquiétude à l'époque? J'ai dû tout apprendre par moi-même, et j'y suis parvenu. J'ai construit ma vie sans son aide. Pourquoi devrais-je courir pour l'aider maintenant? Je me suis souvenu de ma première année après être parti de chez mes parents. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, où personne ne me connaissait, déterminé à repartir à zéro. J'ai trouvé un petit studio que je peinais à payer et j'ai accepté n'importe quel travail que j'ai pu trouver. J'ai travaillé comme agent d'entretien le jour et barman la nuit. J'étais épuisé tout le temps, mais je m'en sortais tout seul. Il y avait des nuits où je rentrais chez moi après mon service au bar, les pieds douloureux, l'odeur de bière et de cigarettes, et je me demandais si j'avais fait une erreur. Peut-être aurais-je dû avaler ma fierté et rester chez moi, essayer de faire fonctionner les choses avec mon père. Mais je me souvenais des comparaisons constantes, de ce sentiment de ne jamais être assez bien, et je savais que j'avais fait le bon choix. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir plus confiant dans ma décision. J'ai réalisé qu'en ne cédant pas à sa demande, j'établissais enfin une limite. Je lui montrais que je n'étais plus ce garçon qu'il pouvait ignorer et manipuler. Je suis adulte maintenant, je fais mes propres choix, et je ne lui dois rien. Pourtant, la curiosité commençait à me ronger. Qu'est-ce qui avait bien pu conduire à cette situation? Pourquoi Jake, le « fils parfait », ne pouvait-il pas ou ne voulait-il pas aider? Je me suis retrouvé tenté de mener une petite enquête pour découvrir ce qui se passait réellement avec mon père et mon cousin. Mais j'ai hésité. Voulait-il vraiment rouvrir cette boîte de Pandore? Est-ce que ça valait la peine de raviver toutes ces anciennes douleurs et rancœurs? J'ai pensé à contacter ma tante, la mère de Jake. Elle a toujours été gentille avec moi, bien qu'un peu distante.
Peut-être savait-elle ce qui se passait. Mais je me suis souvenu de la dernière fois où je l'ai vue, lors d'une réunion de famille, juste avant de quitter la maison. Elle a embrassé Jake en partant, lui disant combien elle était fière de lui pour être entré dans une bonne université. Quand c'était à mon tour de partir, elle m'a simplement offert un faible sourire et une tape sur l'épaule. J'ai décidé de ne pas l'appeler. En écrivant cette mise à jour, je ne suis toujours pas sûr de ce que je vais faire ensuite. Une partie de moi veut laisser le passé derrière et continuer à me concentrer sur ma propre vie et ma croissance. Mais une autre partie n'arrête pas de se demander ce qui se passe réellement avec mon père et Jake. Je pense que seul le temps me dira si je choisis d'enquêter davantage ou de laisser les choses telles qu'elles sont. Mise à jour 2. Cela fait environ un mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Malgré mes hésitations initiales, la curiosité a pris le dessus. J'ai décidé de mener une enquête pour comprendre pourquoi mon père avait soudainement besoin d'aide et pourquoi Jake ne l'aidait pas. J'ai commencé par contacter quelques amis de la famille qui étaient encore en contact avec mon père. Au début, ils étaient réticents à partager trop d'informations, mais, finalement, j'ai pu reconstituer assez clairement ce qui se passait. J'ai d'abord appelé Madame Peterson. Elle avait été la meilleure amie de ma mère et avait toujours été gentille avec moi en grandissant. Elle semblait surprise d'entendre ma voix, mais heureuse de discuter. Après quelques banalités, j'ai orienté la conversation vers mon père et Jake. Madame Peterson a hésité, puis a soupiré profondément avant de commencer à me raconter. Il s'avère que mon père avait misé gros en soutenant Jake bien plus que de simplement payer ses frais universitaires. Il a aidé Jake pour l'achat d'une maison, lui a acheté une voiture et a même investi dans un projet commercial que Jake voulait entreprendre. Pour faire tout cela, mon père avait contracté des prêts et épuisé ses cartes de crédit. Il était plongé dans les dettes, tout cela pour offrir à Jake la vie qu'il pensait qu'il méritait. Madame Peterson m'a parlé d'une conversation qu'elle avait eue avec mon père il y a quelques années. Il se vantait des succès de Jake, parlant de la manière dont il deviendrait un grand homme d'affaires un jour. Quand elle lui a demandé ce qu'il en était de moi, mon père a haussé les épaules et a dit qu'il espérait que j'allais bien. L'indifférence dans sa voix l'a choqué. J'ai contacté mon ancien voisin, Monsieur Johnson, celui qui m'avait appris à conduire. Il avait toujours été très observateur et m'a mis à jour sur certains des derniers développements. Apparemment, Jake avait convaincu mon père d'investir dans une start-up qu'il lançait avec quelques amis de l'université. C'était une sorte d'entreprise technologique, mais Monsieur Johnson ne connaissait pas les détails. Ce qu'il savait, c'était que mon père avait refinancé l'hypothèque de la maison pour obtenir l'argent pour cet investissement. L'ironie ? Le nouveau travail de Jake, celui dont mon père se vantait tant, ne se passait pas bien. L'entreprise avait échoué, et Jake avait du mal à joindre les deux bouts. Lorsque mon père est allé lui demander de l'aide pour les dettes croissantes, Jake lui aurait apparemment dit qu'il ne pouvait pas l'aider pour le moment. Monsieur Johnson a entendu une dispute entre mon père et Jake il y a seulement quelques semaines. Jake est arrivé en conduisant une voiture neuve et tape à accent grave l'œil, et mon père l'a confronté au sujet de l'entreprise ratée et de l'argent qu'il avait investi. Jake a crié quelque chose du genre que ce n'était pas de sa faute si le marché avait changé et qu'il rembourserait mon père quand il le pourrait. Il est parti en faisant crisser les pneus de sa voiture devant la maison, laissant mon père là, avec un regard abattu. Je dois admettre qu'une partie de moi a ressenti une forme de satisfaction tordue. Après des années à être comparé à Jake, à entendre que je n'étais pas assez bien, j'ai découvert que le « fils doré » n'était pas aussi doré que ça. Mon père avait misé toutes ses cartes sur une seule personne, et maintenant, cette mise avait échoué. Mais la plupart du temps, je me sentais juste fatigué. Fatigué du drame, fatigué de la douleur, fatigué des « et si ». J'ai pensé à la façon dont les choses auraient pu être différentes si mon père m'avait investi de la même manière qu'il l'a fait pour Jake. Peut-être que j'aurais fini mes études, peut-être que je serais dans une autre carrière. Mais en même temps, peut-être que je n'aurais pas appris les leçons précieuses sur l'autosuffisance et la persévérance. Je me suis rappelé des difficultés auxquelles j'ai fait face après avoir abandonné mes études. J'ai travaillé dans plusieurs emplois, souvent en vivant de pâtes instantanées et de café bon marché. J'ai pensé aux nuits passées à étudier après de longues journées de travail, déterminé à m'améliorer malgré l'absence d'une éducation formelle. C'était difficile, mais cela m'a façonné pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Je me suis demandé si je devais ou non confronter mon père avec ce que j'avais découvert. Finalement, j'ai décidé de lui envoyer un message. Je lui ai dit que je savais pour la situation avec Jake et les dettes. Je n'ai pas proposé d'aide, mais je n'ai pas non plus moqué de lui.
Je lui ai simplement dit que j'espérais qu'il comprenne maintenant que les choix qu'il avait faits avaient des conséquences, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. Il a répondu quelques heures plus tard. Son message était long, rempli d'excuses et de regrets. Il a dit qu'il se rendait compte à quel point il avait été injuste envers moi, comment la douleur de la perte de ma mère avait obscurci son jugement. Il a parlé de la façon dont ma mère serait fière de l'homme que je suis devenu, malgré ses échecs en tant que père. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer et discuter. J'ai réfléchi à ce message pendant longtemps, ne sachant pas quoi répondre. D'un côté, une petite partie de moi, celle qui était encore ce petit garçon désespéré par l'amour de son père, voulait dire oui. J'imaginais un scénario où nous nous rencontrerions, parlerions et réparerions magiquement notre relation. Mais l'adulte que je suis devenu, celui qui a dû se battre pour tout ce qu'il a, savait que ce n'était pas si simple. J'ai pensé à tous les moments importants qu'il avait ratés, ma remise de diplôme, où j'ai cherché son visage dans la foule seulement pour être déçu, mon premier appartement, que j'ai meublé avec des objets d'occasion et beaucoup de détermination, ma récente promotion dans la librairie, dont je n'ai eu personne à qui en parler, sauf mes amis. Au final, j'ai répondu que je n'étais pas prêt pour une rencontre. Je lui ai dit que, bien que j'appréciais ses excuses, des mots seuls ne pouvaient pas effacer des années de négligence et de favoritisme. J'ai dit que j'avais besoin de temps et d'espace et qu'il devait respecter cela. J'ai aussi précisé que je ne l'aiderais pas financièrement. Ses choix l'avaient conduit à cette situation, tout comme mes choix m'ont amené là où je suis. Ce n'était pas à moi de réparer ses erreurs. Alors que j'écris cette mise à jour, je me sens d'une certaine manière plus léger. Pas exactement heureux, mais comme si un poids avait été enlevé. Pendant longtemps, j'ai porté le fardeau de tenter de gagner l'amour de mon père, de me demander ce qui n'allait pas chez moi pour qu'il préfère Jack. Maintenant, je vois que ce n'était jamais à propos de moi. C'était à propos de ses propres problèmes, de son incapacité à gérer la perte et le deuil. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mon père, ou son absence. Peut-être qu'un jour, nous pourrons avoir une vraie conversation sur tout ce qui s'est passé, peut-être pas. Pour l'instant, je me concentre sur ma propre vie, sur ma propre évolution. Je continue mes cours du soir, travaillant à obtenir ce diplôme. Je construis des relations avec des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce qu'ils veulent que je sois. La semaine dernière, j'ai aidé mon amie Sarah, pas la même Sarah que j'avais au lycée, à déménager dans son nouvel appartement. Pendant que nous déballions des cartons et installions des meubles, j'ai réalisé que ces connexions, cette famille choisie, c'est ce qui compte vraiment, pas l'approbation de quelqu'un qui n'a jamais su voir ma valeur. Ce n'est pas toujours facile, mais je trace mon propre chemin. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis exactement là où je dois être. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je l'affronterai selon mes propres termes, avec la force que j'ai construite au fil des ans. C'est quelque chose que mon père et son favoritisme ne pourront jamais me prendre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Passez une excellente journée.